Bonjour et bienvenue à ce débat qui est consacré au diabète. Alors, on ne va pas parler du diabète en général, mais bel et bien de cette maladie qui affecte une proportion de plus en plus importante d'enfants, puisqu'on estime à peu près qu'il y a en France 20 000 enfants qui vivent avec un diabète. Alors, pour parler de cette maladie, deux personnes sont à mes côtés. Anne-Marie Dubos, bonjour. Bonsoir. Vous êtes infirmière de coordination et d'éducation thérapeutique et on va expliquer ce qu'est à la fois l'éducation thérapeutique et votre rôle de coordinatrice au centre Diabéa. Je vais expliquer ce qu'est le centre Diabéa. C'est le centre diabète Bordeaux enfants adolescents. Et puis à vos côtés, le professeur Pascal Barra. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes PUPH de pédiatrie à ce centre Diabéa et vous êtes responsable de l'unité endocrinologie, diabétologie, gynécologie et obésité pédiatrique. Je le disais, vous travaillez donc tous les deux au centre Diabéa. Peut-être, et je vais vous demander une réponse un petit peu à deux voix, qu'est-ce que ce centre? Qu'est-ce que vous proposez dans ce centre? On va commencer par vous, professeur Barra. Alors ce centre, c'est un centre qui rassemble l'ensemble des professionnels qui accompagnent les enfants avec diabète, donc des pédiatres, des infirmières, un diététicien, une psychologue, une assistante sociale. Voilà, et nous les accompagnons tout au long de leur vie d'enfant. Et qu'est-ce qu'on y propose dans ce centre? Donc en fait, on propose à un enfant qui a un diabète un suivi régulier pour lui permettre d'apprendre, ainsi qu'à sa famille, de pouvoir gérer le diabète tout au long de sa vie et qu'il devienne de plus en plus autonome pour pouvoir la gérer dans sa future vie d'adulte. Alors, professeur Barra, quelles sont les personnes, les patients que vous recevez exactement dans ce centre? Alors on reçoit en fait les enfants pour lesquels un diabète vient d'être découvert, hein, donc c'est des enfants qui sont âgés de 1 an à 18 ans, hein. Et après, on poursuit la prise en charge de ces enfants en les voyant globalement tous les 3 à 4 mois jusqu'à ce ils arrivent à l'âge adulte. Ça veut donc dire qu'il y a vraiment un suivi totalement régulier et durant à la fois la vie d'enfant, mais aussi dans l'année. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diabète de l'enfant, le diabète de type 1, c'est un diabète qui nécessite une prise en charge qui est quand même assez spécifique et donc qui demande une compétence, une technicité qui peut pas être partagée avec tous les médecins et qui nécessite donc une équipe qui est vraiment soudée, qui travaille ensemble. Et donc ce genre d'équipe, les ressources, l'institution qui a ce genre de ressources, c'est les hôpitaux habituellement. Donc les enfants qui ont un diabète de type 1, habituellement, sont suivis dans des hôpitaux avec une équipe pluridisciplinaire. Alors on va expliquer en quoi consiste ce suivi, on va expliquer aussi la maladie, mais je voudrais qu'on vienne sur une particularité quand même, c'est que vous menez aussi des études, des recherches. Quelles sont les recherches que vous menez autour de ce diabète des enfants? Alors, actuellement, on a mené pas mal de recherches, mais actuellement, je pense qu'on s'inscrit dans un système de recherche autour des nouvelles technologies, autour de ce qu'on appelle, nous, la boucle fermée, c'est-à-dire des systèmes automatisés de prise en charge des enfants avec le diabète. Et on a aussi un autre pan de nos recherches qui concerne l'analyse de notre activité et en quoi nous arrivons à faire en sorte que l'ensemble des enfants qu'on prend en charge puissent bénéficier le mieux possible des soins. C'est-à-dire, est-ce que la notion de précarité, est-ce que la notion d'inégalité sociale intervient dans notre prise en charge, modifie nos résultats? On essaie d'avoir comme ça une analyse un petit peu introspective de notre activité pour rendre le meilleur service possible. Vous dites que vous avez déjà mené beaucoup de recherches dans ce centre. Est-ce que ça veut dire que finalement, on a l'impression que le diabète, c'est quelque chose de simple, mais qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela et que vous avez besoin de mener des recherches pour comprendre un certain nombre de choses autour de la maladie? Alors, en ce qui nous concerne, si on se base sur la partie explication du diabète, là, les recherches de cet ordre-là, on n'est pas en mesure de les mener parce que ce sont des recherches extrêmement spécifiques et donc il y a des équipes qui font ça dans le monde et au niveau national aussi. Et ça ne nous concerne pas directement. Nous avons pu participer à des recherches internationales sur comment on peut essayer de prévenir le diabète. Ça, c'est des recherches qui ont existé, qui actuellement sont plutôt à l'arrêt parce que toutes les expériences qui ont été faites dans ce sens-là, malheureusement, n'ont pas apporté de leurs fruits. Et donc, on se situe plus dans une recherche dans la prise en charge, comment améliorer notre prise en charge, comment faire en sorte qu'on
en soi efficient dans cette prise en charge. Et par exemple, on s'inscrit, le centre Diabéa, quand il a été créé, s'est inscrit dans un système de benchmarking ou de parangonnage, c'est-à-dire que nos données, nos résultats sont communiqués à l'international, sont analysés tous les 6 mois et sont comparés avec les autres centres internationaux qui participent à la même recherche. Et donc, on a un retour de nos résultats et on voit dans quelle mesure on est bon sur certains aspects, dans quelle autre mesure on n'est pas très bon. Et comme ça, on essaie d'adapter notre prise en charge. Et ça, c'est vraiment un point très important. Alors, on va parler du diabète lui-même maintenant. Quand on parle du diabète de l'enfant, de quoi parle-t-on exactement? Alors, quand on parle du diabète de l'enfant, globalement, à une très grande majorité, on parle du diabète de type 1. Un diabète de type 1, donc c'est un diabète qui est un diabète d'origine auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui s'est enclenché, qui a entraîné un début de destruction des cellules qui fabriquent l'insuline, qui s'appellent donc les cellules de Langerhans. Et ce processus conduit à une carence en insuline, et le diabète de type 1 donc, correspond à cette carence en insuline. Alors, il y a un organe qui est très important dans cette maladie, c'est le pancréas. Oui, donc le pancréas est lui-même atteint. Donc le pancréas, il sert à beaucoup de choses. Le pancréas, il sert à la digestion. Donc, Oui, faites-nous un petit cours, parce que je suis sûr, si on faisait un sondage dans la salle, le pancréas, les gens, ils vous diraient, je ne sais pas trop à quoi ça le sert. pancréas se situe juste à côté du foie et en fait, il est branché sur le système digestif et une grande partie la fonction du pancréas est avant tout une fonction de digestion. Mais le pancréas est aussi un organe qui fabrique des hormones, dont l'insuline. Et donc, c'est les cellules qui fabriquent l'insuline qui sont abîmées et qui, petit à petit, disparaissent. Et c'est ça qui provoque le diabète. Alors, vous avez utilisé le mot insuline, mais à quoi sert cette insuline? Pourquoi est-ce important d'avoir de l'insuline dans le corps? Alors, l'insuline, c'est vital. On a besoin d'avoir d'insuline dans le corps parce que l'insuline est une hormone qui permet de mettre en réserve les calories, notamment à partir du glucose. Donc c'est une hormone qui permet de favoriser le fonctionnement des muscles, qui permet de favoriser la mise en réserve au niveau lipidique aussi. Et donc on a absolument besoin de cette hormone. C'est la seule hormone qui fait baisser la glycémie si on mange. Il n'y a pas d'autres hormones qui font baisser la glycémie, l'insuline, en mettant en réserve dans le muscle, dans le foie, permet d'avoir une glycémie qui est correcte, qui est bien équilibrée. Alors, depuis le début, vous avez parlé du diabète de type 1, ça veut dire qu'il y a un diabète de type 2. Quelle est la grande différence entre ces deux diabètes? Le diabète de type 2, c'est un diabète qui est lié à une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline est présente, elle est fabriquée par la personne. Normalement, mais elle a du mal à fonctionner. Ce qui fait que le pancréas va être même obligé d'en fabriquer beaucoup plus. L'insuline a du mal à fonctionner. Souvent, c'est lié à un problème de surcharge pondérale. Dans ces situations-là, on peut donner des comprimés qui permettent à l'insuline de mieux marcher. Mais le pancréas qui doit fournir beaucoup d'insuline pour arriver à fonctionner, pour arriver à faire que l'équilibre glycémique soit bon, va s'épuiser. Et donc, on peut avoir aussi des diabètes de type 2 qui ont besoin d'insuline. Voilà. Mais ce diabète de type 2 concerne quasiment pas les enfants ou alors plutôt des vieux adolescents qui ont des problèmes de surpoids. Alors, on va revenir donc à l'enfant et au diabète de type 1. Pendant longtemps, on a pu imaginer que le diabète était dû au fait que l'enfant mangeait beaucoup de sucre. Alors, vrai ou faux? Est-ce que les sucreries, c'est finalement l'ennemi? Non, les sucreries, c'est sûr, c'est pas ça qui va déclencher le diabète de type 1. C'est très probablement des phénomènes environnementaux dans lesquels il peut y avoir l'alimentation, mais pas spécifiquement les sucreries. En fait, on ne sait pas bien déterminer quels sont ces facteurs de l'environnement. Probablement des virus, qui fait que en réagissant contre un virus, mais l'organisme va un petit peu se tromper de cible et plutôt que d'aller lutter contre le virus, va lutter contre la cellule qui fabrique l'insuline. Mais en aucun cas, le fait de manger trop de sucre est responsable du diabète de type 1 chez l'enfant et chez l'adulte non plus. Quand vous dites facteurs environnementaux, soyons bien clairs, qu'est-ce que l'on met derrière? Ce n'est pas l'environnement au sens générique du terme. Alors,
Ben, le facteur environnemental, c'est tout ce qui nous entoure finalement quand même, hein, c'est-à-dire notre alimentation, peut-être des polluants, peut-être enfin, tout ce qui nous, oui, tout ce qui nous environne en fait. Mais effectivement, on n'a pas vraiment, en dehors des virus, on n'a pas vraiment identifié quels étaient ces facteurs qui faisaient que mais le diabète se déclenche et notamment pourquoi on avait de plus en plus de jeunes avec un diabète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, on ne comprend pas pourquoi un diabète apparaît? On est capable de On dire, connaît la chaîne, on je connaît dirais. la chaîne, on est capable de dire c'est un diabète de type 1 parce qu'en fait nous avons des marqueurs biologiques qui nous permettent de dire ben oui, il y a des anticorps qui sont présents dans le corps de l'enfant et ces anticorps nous disent bien qu'il y a une réaction auto-immune, mais on n'est pas en mesure, et notamment pour les familles, de dire pour un enfant donné, c'est telle situation qui a été rencontrée, tel facteur de l'environnement qui a été rencontré et qui explique l'apparition du diabète. Alors, vous avez utilisé le mot auto-immune. Si vous me permettez, on va faire un petit focus dessus parce qu'on parle du système immunitaire. Que mettons derrière le concept auto-immune? Auto-immune, en fait, habituellement, quand on parle de maladie auto-immune, ça se traduit par le fait qu'on fabrique des anticorps. Et ces anticorps, c'est son propre corps qui les fabrique contre son propre organisme. Donc là, dans ces cas-là, ce sont des anticorps qui sont contre les cellules qui fabriquent l'insuline et qui sont un marqueur d'une inflammation dans ces cellules qui va conduire à leur destruction. Qu'on comprenne bien, notre système immunitaire nous protège d'une manière Oui, générale. Je veux dire, il y a une grippe qui arrive, on oui, va avoir notre système immunitaire qui va lutter contre le virus. Dans ce cas précis, le système immunitaire ne comprend plus très bien où est la c'est ça. cible et lutte contre notre propre C'est ça, organisme. il est un petit peu trop réactif et il se trompe de cible et il va conduire à cette maladie auto-immune. Maladie auto-immune, est-ce que ça veut dire maladie génétique ou pas? Alors, pour avoir ce genre de réaction, il y a une situation, il y a une composante génétique qui est présente, qui explique une part de la situation, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, cette composante génétique, on peut l'illustrer. Par exemple, si vous avez des jumeaux avec les mêmes chromosomes, des jumeaux homozygotes, s'il y en a un qui a un diabète, son frère jumeau a 30% de chance, ou de risque, pardon, de devenir diabétique. Donc c'est ça qui est la part génétique. Si vous avez des parents, un des parents qui a lui-même un diabète de type 1, son risque d'avoir un enfant avec un diabète est environ de 4 à 5%, ce qui est plus important que la population générale. Donc c'est là où on mesure qu'il y a une part génétique qui participe au processus, mais qui n'explique pas le processus en lui-même dans sa globalité, à telle sorte que quand on accueille des enfants avec un diabète, la plupart du temps, dans les familles, il n'y a pas de diabète de type 1. Les frères et sœurs ne sont pas obligatoirement Non, diabétiques. non, absolument pas. Vous dites que la proportion augmente. Et pourtant, à côté de ça, vous dites qu'on ne connaît pas vraiment l'origine. Est-ce qu'il y a une explication? Mais non, malheureusement, on n'a pas d'explication. Ce phénomène d'augmentation de la proportion, il est international. Les proportions de diabète de type 1 sont beaucoup plus importantes dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, en Europe de l'Ouest, on est en train de rattraper petit à petit cette proportion, comme s'il y avait un seuil à atteindre du fait de facteurs de l'environnement. La France, elle se situe comment, je dirais, par rapport aux autres pays européens? Plutôt dans la moyenne, c'est-à-dire on est plutôt dans la moyenne avec l'Espagne, pas finalement une incidence qui est si importante que ça. Alors, vous disiez tout à l'heure, le diabète peut apparaître à partir de l'âge de 1 an. Je me tourne vers vous, justement, Anne-Marie Dubos. À quel âge vous commencez à avoir des enfants qui arrivent dans votre service? Donc, le diabète de type 1 débute plutôt dans l'enfance ou l'adolescence. Les plus petits dont on suit là ont plutôt 18 mois pour les plus petits. Et c'est vrai qu'il y a une tendance actuelle où la découverte du diabète est plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans. Comment on repère? Je veux dire, quand on a 1 an et demi, on ne peut pas expliquer son mal-être ou ce que l'on ressent. C'est par des analyses médicales, comment on peut repérer ce diabète de type 1? Question. Donc le repérage, il y a d'abord le repérage clinique. Hein. Le repérage clinique, c'est comme on a un excès de sucre dans le corps, l'enfant va avoir tendance à vouloir éliminer ce sucre et ça conduit au fait qu'il fait beaucoup plus pipi.
Donc le repérage, ça peut être un enfant qui était propre et qui se met à se faire pipi dessus ou à faire pipi la nuit alors c'était terminé, ou un adolescent qui doit se lever beaucoup la nuit pour aller faire pipi. Cette eau et ce sucre qui partent dans les urines, il faut le compenser. Excusez-moi, ça vient de ce qui boit beaucoup plus ou il fait pipi Justement, naturellement? non, le sucre part dans les urines, amène de l'eau avec lui. Ça donc entraîne ce pipi en excès, et c'est parce qu'il y a un pipi en excès qui ne veut pas se déshydrater qu'il va boire beaucoup. Donc on appelle ça le syndrome polyuropolydipsique, un enfant qui boit beaucoup et qui fait beaucoup pipi. Ça, c'est un signe. Ça, pour vous, c'est le signe. Le clignotant s'allume. C'est le clignotant qui s'allume et qui doit faire réagir très vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Le diagnostic est très facile à porter par le médecin, et le médecin ne doit pas tarder pour faire les examens qui doivent conduire après à une prise en charge. Voilà, donc on peut même donner le conseil aux parents, si vraiment à un moment vous trouvez que votre enfant boit énormément et fait énormément pipi, petite alerte. Petite alerte, allez voir le médecin généraliste, ou le pédiatre, ils vont faire soit un dosage du sucre dans les urines, soit simplement une mesure du sucre dans le sang, et ça doit s'être fait quasiment dans les 48 heures, et après, si le diagnostic est retenu, il faut que le médecin nous adresse l'enfant assez rapidement. Alors, pardon de vous demander des précisions, mais on est là aussi pour poser des questions. Cette envie de boire ou cette déshydratation ou cette augmentation de pipi, c'est brusque ou ça arrive comme ça progressivement ou ça peut apparaître comme ça soudainement? Alors ça apparaît progressivement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette envie arrive, c'est que la quantité de cellules qui fabriquent l'insuline est arrivée à un certain niveau. On part avec, si on réfléchit, on part avec 100% de cellules. Il faut que pour ces signes apparaissent, il faut qu'il ne reste à peu près que 10% de cellules qui fabriquent l'insuline. Donc il y a tout un processus qui s'est fait dans le temps, qui a pris plusieurs mois, voire plusieurs années, et personne ne savait que la personne était diabétique. Il y avait un processus de destruction des cellules qui était engagé et que ça allait conduire à un diabète. Et puis quand il ne reste plus que 10% environ de cellules qui fabriquent l'insuline, le fait de boire et de faire pipi apparaît. Et ça va se mettre en place sur plusieurs jours. Et globalement, les enfants qu'on accueille, les parents nous rapportent quelque chose qui existe depuis quelques semaines. C'est dans cette condition qu'on les voit. Question tout à fait de personnes qui ne connaissent pas le sujet, mais est-ce que si on le repérait plus tôt, il y aurait moyen d'éviter la destruction des cellules? Alors, c'est une très bonne question. En fait, l'avantage de le repérer tôt, c'est d'éviter surtout une situation qu'on n'apprécie pas et qui est problématique pour les médecins et pour les enfants et pour les familles encore plus, c'est la notion d'acidocétose. C'est-à-dire quand on a une carence sévère en insuline, que ça fait trop longtemps que ça dure, l'enfant est déshydraté et l'enfant peut avoir des troubles de la conscience, et ça justifie une prise en charge en réanimation. Et en France, actuellement, il y a encore 40% des enfants qui sont diagnostiqués dans cette situation-là, qui nécessite une prise en charge initialement en réanimation. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire connaître les signes du diabète pour que dès qu'ils existent, le diagnostic soit fait et pour qu'on puisse les prendre rapidement. Mais pour répondre à votre question, si on avait vu un enfant plus rapidement, malheureusement, actuellement, on n'est pas en mesure de proposer autre chose que de rajouter de l'insuline s'il en manque, mais on n'a pas de médicaments pour empêcher que cette destruction se poursuive. Alors, vous avez dit que ça pourrait être découvert relativement tardivement. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que c'est une question d'éducation du grand public? Est-ce que c'est une question d'attention des médecins pour faire un repérage plus précoce? Ça passe par la formation du grand public, ça passe par ma profession de professeur, c'est-à-dire d'enseigner aux étudiants qu'on ne doit pas tarder devant un syndrome polyuropolydipsique chez un enfant, il faut penser à un diabète. En fait, ce qui a pas mal gêné les médecins par rapport à ce diagnostic, c'est qu'ils n'osent pas penser à ce diagnostic chez des enfants notamment de moins de 5 ans. Ils se disent que ce n'est pas possible d'avoir un diabète chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, dans les études de médecine, on ne cesse de répéter que c'est possible. Mais voilà, il faut le marteler, il faut que les gens soient bien au courant que c'est possible. Alors, une fois que le diabète est diagnostiqué, il faut mettre un traitement très rapidement en place, vous le disiez. Pourquoi il faut le mettre rapidement? Quel risque il y a si l'on attend?
Le risque est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acidocétose, c'est-à-dire C'est que ça. la carence en insuline entraîne une déshydratation l'organisme n'arrive plus à fonctionner, même s'il y a beaucoup de sucre. Le sucre qui est dans l'organisme ne pénètre pas dans les cellules, et donc et le cerveau, et le foie, et les muscles sont en carence de sucre, parce que l'insuline permet à ce sucre d'être utilisé, et donc ça crée une situation de détresse qui s'appelle l'acidocétose. Voilà, parce que le sucre, c'est quand même très utile. Voilà, C'est un sacré carburant. voilà, exactement. Alors, on va parler du traitement. Je vais vous faire un petit peu parler. Anne-Marie Dubos, vous pourrez compléter, professeur Barat. Le traitement, en quoi ça consiste? Vous avez un enfant qui arrive, on va dire 1 an et demi, 2 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Peu importe l'âge. Il arrive. C'est quoi son traitement? Donc en fait, on Ou va... vous démarrez par quoi quand Ouais. il arrive? La première fois En que fait, vous ce le qu'on va voyez. faire, c'est qu'on va venir apporter l'insuline que l'organisme ne fabrique plus. Donc, par des moyens, par des injections en sous-cutané, parce que le traitement ne peut pas s'avaler. L'insuline va être Il détruite n'y a au pas de moment pas de comprimé comprimé. d'insuline. Donc, c'est uniquement par voie cutanée, par injection. Et ces injections, elles peuvent se faire par deux moyens, soit des stylos d'insuline. Donc là, il faudra faire des injections plusieurs fois par jour, soit par une pompe à insuline qui délivre de manière continue l'insuline. Et au moment des repas, il faut faire des bolus, qu'on appelle des bolus d'insuline, pour couvrir l'apport des glucides au moment des repas. Alors, comment on décide si on est plutôt Donc, avec la seringue, plutôt avec la pompe? En fait, au départ, on va partir par des injections parce que c'est ce qu'on aura sous la main à l'hôpital dès le début. Donc, en premier lieu, on va mettre des injections, mais très rapidement, effectivement, le choix va se faire au cours de l'hospitalisation lorsqu'on découvre un diabète. Et donc, chez le tout petit, le choix va se porter sur la pompe à insuline parce qu'elle permet de délivrer de manière très précise et des toutes petites doses que l'enfant aura besoin. Donc, on sera beaucoup plus précis avec une pompe à insuline. Par contre, ça veut dire effectivement qu'il faut la porter tout le temps sur soi. Et pour le plus grand, on va, avec lui et avec sa famille, lui présenter les avantages, les inconvénients des deux méthodes. Et on va essayer de les guider au mieux pour que le traitement soit le plus adapté à sa vie de tous les jours, en sachant que c'est l'enfant en premier lieu qui doit faire ce choix, mais bien sûr au départ c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus simple. Donc voilà, nous on est là pour les aider et puis les aiguiller, et en sachant que ce choix il peut changer au cours de cette prise en charge, et que si il a choisi d'être au stylo et que dans un certain temps il voudra choisir une pompe à insuline, c'est tout à fait possible, ou inversement. Alors, vous parlez du stylo, ça veut dire combien de piqûres par jour? Je présume que ça doit dépendre aussi du cas de chaque Donc, enfant. en fait, il y a une injection qu'on fait le soir qui permet de couvrir les besoins vitaux en dehors des repas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'insuline pour vivre. Cette insuline, il faut la faire tous les jours, tout le temps. On ne pourra pas, il ne faut pas l'oublier. Enfin voilà, il faut la faire tout le temps. Et après, au moment des repas, juste avant de commencer à manger, l'enfant fait une injection d'insuline rapide pour couvrir l'apport de glucides du repas et pour éviter que la glycémie ne monte trop après le repas. Ah, ça Donc, veut ça donc veut dire dire, qu'il... oui, allez-y. ça veut dire 5 injections, parce qu'en général, les enfants ont un goûter. Donc, ça veut dire 5 injections par jour Alors, au stylo. je disais tout à l'heure que vous faisiez l'éducation thérapeutique. Un enfant, ça ne doit pas être évident de lui dire, bah voilà, il va falloir que tu te piques. Je veux dire, c'est pas son papa ou sa maman qui vont le piquer, ils vont pas le suivre toute la journée. Ça veut dire qu'il y a tout un apprentissage au niveau des enfants. Oui, c'est ça, c'est un peu tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique qui commence dès la découverte de diabète lors de l'hospitalisation, où effectivement pendant une petite semaine, on apprend à l'enfant et à sa famille qu'est-ce que le diabète, en quoi ça consiste. Ça veut dire que pendant une semaine, il est chez vous, dans votre centre, En hospitalisation, en hospitalisation. ouais, pour déjà évaluer les besoins en insuline dont il a besoin, le requinquer un peu parce qu'en règle générale, il arrive fatigué et pas très bien. Donc voilà, et puis de lui apprendre à gérer le diabète au quotidien pour qu'il puisse reprendre une vie normale par la suite. Alors, je dirais, rassurer, si j'ose dire, les parents qui vont vous écouter, vous regarder. Je veux dire, ça se passe comment? Comment ils réagissent d'une manière générale, les enfants, quand ils apprennent ça? Alors ça dépend de chaque enfant, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Souvent, quand
quand ils viennent en découverte de diabète, c'est vrai qu'ils ne se sentent pas bien et ils savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et c'est vrai que quand on remet l'insuline en place, tout de suite, ils nous disent, oui, je me sens mieux, je suis plus en forme, je remange correctement, je refais des choses que je ne faisais plus il y a quelques jours. Donc, ils sentent bien que le traitement est important et qu'ils en ont besoin. Après, c'est vrai que les tout petits, en règle générale, le traitement, ils l'acceptent plutôt bien, mais après, c'est sûr que si c'est des injections répétées, ça peut être difficile. Donc, c'est pour ça que les pompes à insuline peuvent être un bon moyen. Et très souvent, cette pompe, ils l'acceptent très facilement et ils se l'approprient. Certains enfants se sentent même pas bien quand on leur enlève. Voilà, donc ça fait vraiment partie de leur schéma corporel. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer pour les gens qui ne connaissent pas du tout, je dirais très clairement, physiquement, ce que c'est que cette pompe à insuline, quelle taille elle a, quel poids elle a, une pompe à insuline, en fait, c'est donc un petit boîtier que l'enfant porte sur lui. Alors, il y a deux types de pompes. Il y a des pompes qui sont filaires. Donc, la pompe est reliée avec un fil à un cathéter qui est placé sous la peau, qu'il faut changer tous les 3 jours. Et il y a des pompes patch. Donc, c'est des pompes qui, elles, ne sont pas reliées à un fil. Il y a une petite télécommande à côté. Et une pompe patch, donc ça a cette taille-là à peu près. Pareil, qui doit être changé tous les 3 jours. Donc, c'est du matériel qu'ils portent tout le temps sur eux. Donc, il faut accepter aussi d'avoir un matériel 24 heures sur 24. Mais voilà, chez les petits, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils acceptent très bien, qu'ils ne touchent pas forcément. Enfin, bon, il y a des sécurités, bien sûr, mais en tout cas, ils savent que ça fait qu'ils en ont besoin. Et donc, voilà. Après, c'est sûr que plus grand, le regard des autres, les moqueries, ça peut être difficile. Les questions, parce que si on porte du matériel sur soi, ça peut attirer les regards et puis je suis Robocop. les questionnements. Donc voilà, donc on les accompagne à savoir pouvoir avoir cette qualité de vie tout en acceptant le traitement, en gérant les glycémies. C'est tout le travail qu'on fait avec ces enfants. Ça veut dire qu'à côté d'Anne-Marie Dubos, il y a des psys qui suivent un petit peu les enfants, qui répondent à leurs craintes peut-être. Oui, tout à fait. On a une psychologue qui est dans l'équipe et qui voit les enfants lors de la découverte et qui est présente pour les familles si nécessaire dans le cadre du suivi plus au long cours pour faire des accompagnements. On suit les enfants très longtemps, donc c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des fois où ça va bien, puis il y a des moments de crise, comme pour la vie, pour tout le monde. Donc elle est là aussi à ce moment-là. Ça veut dire que, par exemple, au moment de l'adolescence, c'est un peu compliqué à gérer ou pas spécialement? Ça peut l'être, mais pas spécialement. Après, c'est l'adolescent lui-même, et c'est une période qui est compliquée, donc avec une maladie chronique d'autant plus. Mais voilà, c'est des moments effectivement de la vie où on est un petit peu plus, où on sait que il y a des choses qu'il faut laisser peut-être un peu couler pour pouvoir que la prise en charge soit plus optimale. Donc il faut faire en accord avec le jeune et puis avec sa famille. Mais voilà, on essaye de trouver des compromis, des solutions pour que le traitement ne soit pas arrêté, surtout pas parce que c'est vital, mais qu'à côté de ça, ils puissent quand même avoir une adolescence comme tous les autres. Justement, dans toutes les maladies, il y a un mot qui est très important, c'est l'observance. Est-ce que l'observance est bonne chez ces jeunes diabétiques? C'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent, je dirais, volontiers et forcés d'ailleurs leur traitement, ou est-ce que vous voyez quelquefois des abandons de traitement? S'il y a abandon de traitement, ils vont forcément revenir à l'hôpital à un moment donné. Donc, forcément, ils vont repasser par l'hospitalisation. Et donc, il y aura de toute manière c'est des piqûres de rappel pour se dire je ne peux pas arrêter mon traitement comme ça, j'ai besoin d'insuline. Et donc, c'est de les accompagner pour que justement, ils prennent conscience qu'ils ont un diabète et qu'il faut effectivement le prendre en compte
dans leurs activités du quotidien, mais que ça ne les empêche pas de pouvoir avoir des projets, de faire, voilà, d'avoir une vie sociale, mais en ayant effectivement cette gestion du diabète en plus. Alors on a parlé jusqu'à présent uniquement de l'insuline. Il y a d'autres éléments, je présume, dans le traitement de la maladie, c'est l'alimentation. Est-ce que ça veut dire que quand on est un jeune diabétique, on a des aliments, par exemple, qui sont interdits? Alors, je pose la question à tous les deux. Hein. Il n'y a pas d'aliments interdits, en fait. Il n'y a pas de régime diabétique pour le diabète de type 1. Par contre, il faut avoir une alimentation équilibrée, mais finalement, comme tout le monde. En tout cas, on pourrait faire toute une émission sur l'alimentation équilibrée. Hein. Mais en tout cas, ça veut dire quoi alors une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, c'est d'avoir les besoins alimentaires journaliers de manière qu'elle soit cadrée et que ce soit ce qu'on apporte en alimentation, ce soit effectivement du bon carburant pour le corps, tout en se faisant plaisir, bien sûr, de temps en temps. Mais alors, c'est quoi le bon carburant pour le diabétique? Eh ben, il faut que les apports journaliers soient répartis. Non, mais ça veut dire des légumes, glucides, de la viande, des glucides, des lipides, des protéines. Ah, vous ne parlez pas en aliments, vous parlez en constituant d'aliments. Voilà, mais moi, je pense que quand on parle à un enfant glucides, de lipides... Alors après, on a un diététicien qui est là pour... Alors, on lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le diététicien? Il faut que l'équilibre alimentaire sur un repas, effectivement, comporte des légumes, des féculents, des laitages, voilà. Donc, pour bien grandir, être en bonne santé, et dans le cadre du diabète, équilibrer les glycémies. Et c'est l'ensemble de ces aliments qui va permettre que la glycémie puisse être équilibrée. Et effectivement, le travail du diététicien, c'est de pouvoir apprendre à l'enfant à repérer où se trouvent les glucides, pour pouvoir les compter, c'est-à-dire savoir... Ce qui est le plus important dans l'alimentation, ce sont les glucides. Pour l'enfant qui a un diabète, il faut qu'il maîtrise cette quantité de glucides, parce que la quantité de glucides, la dose d'insuline injectée pour le repas, elle doit être proportionnelle à la quantité de glucides. Et grosso modo, les glucides, on les trouve où? Alors les glucides, on les trouve ça peut être des sucres lents, donc on les trouve dans les féculents, dans le pain, dans les gâteaux. Souvent les enfants nous disent ben non, c'est pas du sucre parce que c'est des gâteaux, mais en fait la farine comprend des sucres lents, des glucides. Et puis après effectivement des sucres rapides qu'on peut trouver dans les légumes, dans les fruits, dans les produits sucrés, laitiers, sucrés, dans les bonbons. Voilà. Mais ça, c'est important, ce que vous disiez, Anne-Marie Dubos, il n'y a pas d'aliments totalement interdits, totalement proscrits. Tout à fait, il n'y a pas d'aliments interdits. L'enfant peut manger comme il mangeait avant, c'est-à-dire que s'il avait déjà une alimentation équilibrée, il n'y a pas grand-chose à changer. Il n'y a pas besoin de faire des repas spécifiques à part pour lui. Il mange comme le reste de la famille. Après, il faut que sa quantité de glucides soit proportionnelle par rapport à l'insuline qu'il s'injecte. Alors, c'est peut-être ce qui est un petit peu compliqué pour un enfant. Je me tourne vers vous, professeur Barra. Finalement, il faut que l'enfant, en fonction de ce qu'il mange, puisse à peu près avoir une idée de ce qu'il va devoir mettre comme insuline avant le repas. Oui, alors ça c'est la situation la meilleure, c'est-à-dire être en mesure de compter ses glucides et de savoir quelle proportion. On n'arrive pas pour tous les enfants et pour toutes les familles à cette situation-là. Donc ce qu'on peut être amené à faire, c'est plutôt donner des équivalences aux familles et faire en sorte que les apports en glucides soient les mêmes d'un repas sur l'autre, en faisant des équivalences en termes de type d'aliments. Et à ce moment-là, il n'y a pas tellement à modifier les doses d'insuline. Donc, on a tout un niveau de prise en charge qui peut varier en fonction de chaque famille et de chaque enfant. Je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Anne-Marie, donc par rapport à l'alimentation équilibrée, ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait de prise glucidique en dehors des repas, puisqu'une prise glucidique en dehors des repas justifierait une injection supplémentaire d'insuline. C'est en ça où finalement il y a un caractère aussi contraignant, même s'il ne s'agit pas d'un régime, c'est que la prise glucidique en dehors des repas
si elle est faite sans insuline, va conduire à un déséquilibre. Et est-ce que si on a fait un mauvais calcul, si j'ose dire, glucidique, on peut rattraper au repas suivant en dose d'insuline? Alors, le mauvais calcul, il est classique, c'est normal. Hein, Oui, je présume qu'au c'est départ, quand en même, plus de ça, on doit se tromper souvent. voilà, c'est classique. Alors, c'est là où la pompe à insuline peut être utile, parce qu'en fait, si vous avez donné insuffisamment d'insuline, vous n'avez pas un geste très coûteux, je dirais, dans la qualité de vie, à rajouter de l'insuline avec la pompe, alors que ça devient plus compliqué si vous devez faire une injection supplémentaire. Donc c'est en ça que la pompe à insuline peut être utile. On a évoqué une chose, ce sont les repas, mais il y a des repas qui sont pris en collectivité. Je pense aux enfants qui sont, par exemple, dans des écoles. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'aide ou comment ça se passe pour un enfant diabétique qui peut se sentir gêné par rapport à ses petits camarades de classe parce que lui, il n'est pas tout à fait quand même comme les autres? Donc en fait, effectivement, le diabète doit être pris en charge également à l'école, mais également lors d'activités extrascolaires, et en tout cas à l'école ou au centre de loisirs. Il y a un PAI qui est mis en place. Donc un PAI, PAI, c'est un plan d'accueil, projet d'accueil projet d'accueil individuel. individualisé, qui est du coup mis en place pour toute maladie chronique, pour que l'accueil de l'enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et pour les enfants qui ne sont pas capables de gérer tout seuls leur diabète, en général jusqu'à jusqu'à ce qu'ils rentrent en sixième, on fait intervenir des infirmiers libéraux qui viennent à la cantine faire l'injection d'insuline ou le bolus à la pompe, ou au centre de loisirs au goûter s'il reste le soir. Et après, pour les plus grands, au collège, il y a une infirmière scolaire qui permet d'aider les ados à gérer le diabète au moment des repas. Voilà, donc les jeunes enfants peuvent être aidés, accompagnés dans leur quotidien à l'école. Tout à fait. Ils peuvent manger à la cantine avec les copains sans souci, manger le repas qui est prévu à la cantine avec les autres sans problème. Alors, il y a la technologie, on en parlait tout à l'heure, vous disiez qu'on faisait des études autour de la technologie dans votre centre, entre autres, hein, des recherches. Professeur Barat, en quoi la technologie aujourd'hui peut aider un jeune diabétique? Alors, il y a un élément technologique qui a révolutionné notre approche de l'équilibre du diabète. Ce sont les capteurs de glucose. C'est un système qui est posé sous la peau. Peut-être que cet été, vous avez croisé des personnes qui avaient un petit rond sur la... Un petit rond blanc comme ça. Un petit rond blanc, voilà. Et donc ça, c'est un capteur qui permet de mesurer le glucose sous la peau. Et ça a modifié complètement notre façon d'approcher le diabète, puisque avant que ce système existe, on avait des mesures ponctuelles faites par les enfants ou par les familles, et donc on n'avait que des mesures ponctuelles. Là, maintenant, nous avons des courbes qui nous permettent d'avoir une bonne idée de ce qu'est l'équilibre glycémique chez un enfant, et, le retentissement d'un repas donné, et c'est là où on a découvert que on a appris beaucoup de choses, nous, au niveau médical et paramédical par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fonction de la composition du repas, plus ou moins de graisse, plus ou moins de sucre, on a vraiment des courbes qui sont très variables. Et donc les nouvelles technologies, c'est d'abord ça. Et puis, actuellement, c'est des systèmes qui permettent de coupler le système de capteur et le système de pompe, où finalement... Je crois que vous êtes venu en vélo. Oui, je suis venu en vélo, je repartirai mouillé, je pense. On entend l'orage. Voilà. En fait, il y a un couplage qui se fait, et donc il y a des systèmes maintenant qui... Alors, il y a des systèmes qui sont déjà plus de l'ordre de la recherche, mais qui sont tout à fait envisageables. C'est des systèmes qui veillent à la glycémie et qui sont capables d'interrompre la pompe si la glycémie est en train de chuter, qui vont continuer à veiller, et quand ils voient que la glycémie remonte, vont redémarrer la pompe. Et donc, c'est des systèmes qui sont très sécures pour les nuits, par exemple, chez les tout petits enfants. Ça permet d'éviter les risques d'hypoglycémie la nuit. Et là, maintenant, des éléments de recherche qui, là aussi, vont devenir dans la pratique courante, les mêmes systèmes qui veillaient à la glycémie basse, maintenant peuvent veiller aux glycémies hautes et apporter ce que Anne-Marie disait, des bolus d'insuline pour aussi limiter les insulines hautes. Ce qui fait que, avec ces systèmes-là, le travail théorique du jeune ou des parents, c'est finalement de compter les glucides, de dire à la pompe, ça va être telle de quantité de glucides qui va être mangée, et la pompe gère l'ensemble du système. Donc,
Ça nécessite des compétences particulières pour les familles et pour les enfants, de savoir bien compter les glucides, de bien maîtriser la technologie. Donc mais la vie est globalement plus facile et en tout cas l'équilibre glycémique est quasiment parfait. Et cette nouvelle technologie à laquelle vous faites référence, c'est récent ou Alors c'est vraiment récent, hein, c'est-à-dire qu'on était encore dans le domaine de la recherche il y a 6 mois et on va passer dans le domaine de la prescription dans les mois à venir. Est-ce que ça veut dire que du coup, finalement, ça sera beaucoup plus simple de gérer son diabète ? Je pense que dire que c'est plus simple, je ne me permettrai pas parce que si on interroge les familles, je pense qu'ils ne seraient pas d'accord avec ça. Je pense que par contre, on apporte une solution qui peut apaiser les familles et les enfants vis-à-vis des complications. Alors, qui sont les complications aiguës, c'est-à-dire le fait d'avoir des hypoglycémies. Je pense que ça apporte clairement un avantage. C'est théoriquement, c'est prouvé, des systèmes qui améliorent la qualité de vie. Donc on espère que ce qui a été prouvé dans le cadre de la recherche va être conforté dans le cadre de la pratique quotidienne, mais la qualité de vie est améliorée. Et puis on peut espérer aussi qu'en ayant un meilleur équilibre glycémique, les complications que l'on connaît, qui peuvent arriver, mais quand on a un diabète à 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais seraient vraiment grandement diminuées, voire n'existeraient plus du tout, parce qu'on a comme ça un profil glycémique qui est bien normalisé. Alors vous le dites, ça vient de sortir, ça veut dire que vous allez très clairement, par exemple dans votre centre, le proposer prochainement ou vous le proposez déjà ? Alors on le propose déjà, mais ça, comme tout système nouveau, comme tout système, ces systèmes ont des avantages et des inconvénients. C'est ce que disait Anne-Marie pour les injections, c'est ce qu'elle disait pour les pompes. Et donc il faut des profils de familles et d'enfants dont on sait qu'ils vont pouvoir bénéficier de ce système, c'est-à-dire qu'ils ont les compétences pour ça. Alors à nous de leur apporter les compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être généralisé du jour au lendemain à toute la population d'enfants qui ont un diabète. Je pense qu'il ne faut pas s'imaginer ça. Ça va être, pour que ça marche, c'est des systèmes qui sont très sensibles. Donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait un très bon niveau de compréhension. Et donc il faut que nous, on puisse accompagner de façon parfaite les familles. Voilà. Donc ça va se généraliser. Les premiers, vous avez commencé à équiper des... Oui, bien sûr. On a commencé et on a commencé avec des adolescents qui étaient extrêmement impliqués dans leur prise en charge. Et pour eux, ça a été vraiment bénéfique et ils ne souhaitent pas du tout arrêter le système. Et donc maintenant, on commence à élargir un petit peu nos propositions. Mais il y a des recommandations qui ont été écrites au niveau national. Et il est très important de respecter ces recommandations pour que ce système soit efficace et que la sécurité sociale continue à les rembourser. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Toute cette nouvelle technologie, c'est remboursé. Ça va être remboursé. Non, en fait, il y a plusieurs systèmes. Oui. Donc, il y a déjà un système qui est remboursé. Les autres vont être remboursés. Mais on sait que la sécurité sociale fait attention à ses dépenses. Et donc, il est très important que nous, on propose ces systèmes à des personnes dont on sait qu'elles vont absolument en profiter et pas mettre les gens en difficulté vis-à-vis des systèmes et qu'ils soient déçus par rapport à ça. Vous avez utilisé le mot hypoglycémie et hyperglycémie. Peut-être ça serait intéressant de revenir sur ces deux états et comment on peut lutter quand on a un diabète et en particulier en cas d'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, c'est clairement le résultat d'un excès d'insuline, c'est-à-dire c'est en lien avec l'imperfection du traitement qu'on propose. Voilà, ce qui peut sembler étonnant, parce qu'on soigne une personne parce qu'elle manque d'insuline. C'est directement un effet dit iatrogène, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a trop d'insuline qu'il y a une hypoglycémie. Donc en fait, c'est le calcul d'insuline que l'on va faire qui va être erroné par rapport à la prise alimentaire, ou finalement l'enfant qui décide de ne pas manger tout son repas et les parents qui ont injecté ce qu'ils pensaient être nécessaire, c'est ça l'hypoglycémie. Donc ça crée des signes d'hypoglycémie qui sont habituellement tremblement, un petit peu de pâleur, de sensation de malaise, un enfant qui, si c'est les plus petits, une agitation, un énervement. Donc pour ça, il y a un traitement, c'est le sucre. Donc c'est une des situations où le sucre doit absolument être pris pour faire remonter la glycémie. Et à partir de là, la prise en charge est correcte. Les hypoglycémies, avant qu'on ait les pompes à insuline, étaient fréquentes. Moi, j'avais l'habitude de dire aux familles, votre enfant fera 4 ou 5 fois dans la semaine une hypoglycémie, on ne peut pas faire moins. Là, actuellement, avec les pompes à insuline, on peut faire moins.
mais l'hypoglycémie reste quelque chose de courant, malheureusement, qui va venir impacter la vie quotidienne de façon hebdomadaire, on va dire. Hein. Sauf que l'enfant connaît ses signes, la famille connaît la situation, ils apprennent à gérer, et donc ça rentre malheureusement dans leur quotidien sans que ça devienne exceptionnel. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, non, c'est ça, le traitement, du coup, c'est effectivement de prendre du sucre pour faire remonter la glycémie. Alors, prendre du sucre, c'est aussi le prendre de manière... il faut pas en prendre trop. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que souvent, dans ces moments-là, l'enfant a faim et a envie de manger. Mais en fait, voilà, ce qu'on essaye aussi de lui apprendre, c'est que ça reste un traitement, le sucre, pour traiter l'hypoglycémie, et qu'il faut vraiment le prendre de manière adaptée pour pas se retrouver après en hyperglycémie, ce qui n'est pas le but. On le disait, lorsqu'on est un jeune et qu'on a un diabète de type 1, c'est pour la vie. Est-ce que ça veut dire que ça va nous interdire de faire des choses dans la vie, des activités physiques ou des choses comme ça? Non, en fait, notre but, c'est justement de pouvoir que l'enfant soit équilibré et qu'il puisse faire ses activités de tous les jours comme il le pouvait le faire avant, qu'il continue à faire du sport, qu'il continue à faire ses activités extrascolaires, aller à l'école, faire partir en voyage. Enfin, voilà, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, hein, on encourage à ce qu'il fasse du sport, parce qu'en plus, ça permet aussi de pouvoir mieux équilibrer les glycémies. Donc, voilà. Après, il y a effectivement des sports qui peuvent être dangereux en cas d'hypoglycémie s'il se retrouve tout seul à ne pas pouvoir gérer, mais voilà, c'est des sports où on ne fait pas forcément tous les jours, des sports mécaniques ou de l'alpinisme en montagne ou de la voile tout en solitaire. Mais sinon, l'ensemble des activités peut être faites par les enfants, il n'y a aucun souci. Eh bien, je vous remercie beaucoup, professeur Pascal Barat, Anne-Marie Dubos. Merci de nous avoir éclairés sur cette question du diabète chez les enfants.